On ne peut pas être heureux en ayant revêtu les habits d'un autre. On est heureux parce qu'on s'autorise à être soi-même. Et je crois que c'est ça qui vaut la peine de faire. Comment devenir enfin qui on est? Comment savoir ce qui est important pour nous? Comment nous engager dans une vie qui nous corresponde? Voilà des questions très importantes et en réalité toutes simples, qu'on ne s'autorise même plus à se poser tellement on est pris par des tas d'obligations. Et dans cette vidéo, j'ai d'abord vous montrer la grande souffrance que ça induit dans nos vies, de ne pas pouvoir nous poser cette question et d'être obligé de jouer des tas de rôles qui ne nous correspondent pas. Puis après, j'essaierai de montrer les mauvaises solutions que j'ai moi-même longtemps essayées et qui m'ont égaré, pour vous proposer après une autre approche pour que vous soyez vous-même qui vous êtes. Être soi-même, c'est vraiment difficile puisqu'on est d'abord pris par la pression sociale. Qu'on en soit conscient ou même souvent de manière complètement inconsciente. On sent que la société exige de nous que nous nous comportions d'une certaine manière. Au boulot, dans notre vie, on est obligé de jouer un rôle. On rentre dans une entreprise et on est un peu contraint de nous plier à des règles à la fois explicites, mais aussi à des règles qui n'existent pas vraiment, mais que nous anticipons par peur d'être rejetés. Et comme au cœur de chacun d'entre nous, il y a ce besoin fondamental d'être accepté, d'être reconnu, d'être apprécié, nous nous sentons contraints de renoncer à être nous-mêmes, à savoir qui nous sommes, à partir dans une exploration de notre propre vérité intérieure. Et le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. C'est que plus nous répondons à ces normes sociales, moins nous nous sentons bien. Et on voit aujourd'hui en plus que la pression des réseaux sociaux entraîne chez beaucoup de gens l'idée qu'ils doivent correspondre à une certaine image. Alors on voit peut-être plus souvent ça chez les adolescents, où on voit des adolescents vouloir se changer pour correspondre à telle personnalité. Et on voit l'augmentation de la chirurgie esthétique chez les tout jeunes. Mais là, on voit la dimension la plus caricaturale, mais au fond, pour chacun d'entre nous, il y a une forme de pression pour répondre à cette norme qui nous écrase. Mais deuxièmement, dans les relations avec les autres, nous avons aussi tendance, pour être acceptés, à essayer de cacher ce que nous sommes vraiment, ne pas oser parler de nos failles, de ce qui nous importe, de même plus vraiment les connaître pour juste sembler agréable auprès des autres. Et je dis souvent, c'est un peu tragique parce que on essaye d'être accepté en étant lisse, en essayant de cacher les traits saillants de notre personnalité, parce que quand on montre un peu les traits saillants de soi-même, c'est là où on est accepté ou rejeté dans notre vérité profonde. Donc on n'ose pas, et on pense qu'on est accepté, mais quand on est accepté en n'étant pas vraiment soi-même, on a tout perdu, puisqu'au fond, on n'est pas vraiment accepté, et on sait très bien que là, il y a un malentendu. Et plein de gens sentent qu'ils ont plein de relations, mais au fond, que tout ça est très superficiel, et que ce qui manque, c'est la possibilité d'être juste soi-même. Et tout le monde sent très bien que quand on est vraiment soi-même avec quelqu'un, comme ça fait du bien. Mais souvent, nous ne nous sommes pas autorisés à le faire, nous ne nous sentons pas le droit, nous ne savons même pas qui nous sommes vraiment. Troisièmement, la pression des traditions ou de la culture. Alors là, ça dépend un peu de votre famille et de votre milieu social. Mais il y a aussi toute une pression comme ça familiale, il faut qu'on soit comme ceci. Je me souviens quand j'étais jeune, pour mes parents, s'occuper de méditation, écrire des livres, tout ça leur semblait pas du tout acceptable. Et ça a dû être un combat pour vraiment quitter le chemin qu'avaient décidé pour moi mes parents et oser découvrir un chemin qui me corresponde plus profondément. Et donc, pour chacun d'entre nous, être soi-même impose de faire une forme de critique, un peu comme font les philosophes, passer au crible ce qu'on a reçu comme héritage pour voir qu'est-ce qui nous correspond aujourd'hui et ce qui nous correspond pas. Il y a une quatrième raison qui fait que nous n'osons pas être nous-mêmes et nous nous autorisons pas à entrer dans le chemin d'être nous-mêmes, c'est la peur de l'échec. Le fait d'avoir peur d'échouer fait que on n'ose pas prendre des risques. Et voyez bien déjà que être soi-même, c'est toujours prendre un risque. Risque de se montrer, risque de se découvrir, risque d'explorer ce que nous sommes. Et nous vivons dans une société qui est devenue tout à fait, sur cet aspect-là,
un peu folle, puisque nous pensons l'échec comme une catastrophe, alors qu'il faudrait penser que l'échec est tout à fait sain, que c'est parce qu'on échoue, qu'on se relève, qu'on progresse, qu'on avance. Voilà, si je fais une mayonnaise et que je la rate, je vais apprendre par là comment faire pour réussir à la faire, et penser par exemple à la température de l'œuf, et des tas d'autres choses. Et donc en apprenant comment on fait la mayonnaise, en échange, j'apprends à faire la mayonnaise. Et pour tout, c'est comme ça dans la vie. J'échoue, et l'échec me permet de me poser des nouvelles questions et de progresser. Mais c'est pas comme ça que c'est vu. L'échec est vu comme vraiment affreux, induisant un déni de soi-même. On a l'impression que si on échoue, on est nul, on est médiocre, on n'est plus digne d'être estimé, ni par soi, ni par les autres. Et ça, c'est complètement, comme je le dis, absurde, mais ça entraîne que la difficulté à simplement pouvoir être soi-même. Pour être soi-même, il faut accepter que l'échec fasse partie de la vie. Dernier point, l'autosabotage. Nous avons du mal à être nous-mêmes parce que nous nous auto-sabotons. Au lieu de pouvoir être soi-même, nous ne nous autorisons pas parce qu'au fond, c'est comme si on croyait inconsciemment qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas de réussir, qu'on ne mérite pas d'être heureux. Donc on s'empêche d'être soi-même, et c'est ça qui nous rend tout à fait malheureux. Mais alors comment faire? Comment être soi-même? Aussi surprenant que cela soit, il faut faire un peu de philosophie ici. Parce que la philosophie se pose depuis Socrate la question de qu'est-ce que c'est qu'être soi-même? Comment savoir qui nous sommes? Et elle nous dit une chose là qui est tellement importante et qui est si souvent oubliée, qu'être soi-même, c'est pas une identité figée. Être soi-même, c'est pas se dire « voilà, je suis une fois pour toutes comme ceci ». Nous sommes en mouvement, en évolution, et se connaître, c'est plutôt connaître des forces qui nous animent, des désirs profonds, des directions, des vocations. C'est des choses qui sont complètement en mouvement et qu'on peut écouter ou ne pas écouter, plutôt que des déterminations figées. Autrement dit, si je prends cette feuille de papier, je peux savoir tout le contenu qu'il y a sur la feuille de papier. Je peux connaître la feuille de papier en disant le nombre de mots, le nombre de lignes et le contenu de cette page. Mais pour moi-même, pour vous-même, vous ne pouvez pas vous déterminer comme on peut déterminer une feuille de papier. Ce que vous êtes est sans cesse nouveau, vivant, c'est pas figé. Alors c'est des fois difficile à comprendre pour soi-même, mais si vous pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, ben, vous voyez bien que la personne que vous aimez, vous pouvez dire elle est comme ceci, elle est comme cela, mais vous voyez bien que toutes les déterminations que vous pouvez dire n'épuisent pas ce que la personne est. Et c'est pour ça que quand on est amoureux de quelqu'un, on s'en lasse pas parce que on découvre de nouveaux aspects de cette personne-là, que la personne est toujours neuve par rapport à nous-mêmes, parce qu'on est un surgissement de nouveautés. Et il faut donc apprendre à se connaître sans s'enfermer. Et je crois que c'est ça le défi. Comment prendre le temps de partir à l'aventure de se découvrir, accepter de ne pas être comme un robot, accepter de ne pas être juste une sorte de personnage grisâtre qui obéit aux injonctions des autres, partir à l'aventure de qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est important pour moi, mais pas de manière à que ça vous enferme, mais au contraire de manière à que ça vous ouvre, ça vous donne de l'allant, ça vous permet de vous comprendre et de faire la paix avec ce que vous êtes. Du reste, c'est frappant qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui qui croient que le problème des thèses de psychologie pour se mettre dans des cases vient juste du fait qu'ils ne sont pas assez sophistiqués, qu'ils ne sont pas assez scientifiques, qu'on n'a pas assez fait d'études, et qu'un jour on va réussir, enfin, à modéliser une manière de pouvoir bien mettre les gens dans une case de manière rigoureuse des scientifiques. Eh bien ça, c'est ça le délire. C'est complètement faux. Ça prend le problème complètement de côté, puisque ça chosifie les êtres humains. Si on parle un peu philosophiquement, ça chosifie les êtres humains, ça les rend comme des choses qu'on peut saisir, alors qu'un être humain, c'est un être en projet, en mouvement, qui sans cesse s'invente. Et c'est ça qu'il faut réussir à entendre, que notre monde a tant de mal à reconnaître. Alors qu'est-ce que je vous propose ?
eh bien, je vous propose la méthode des 5 portes. Ah, vous l'avez vu, il était là, vous vous demandiez pourquoi j'avais mis le livre. Le voilà, il vient juste de sortir en poche, les 5 portes, découvre enfin qui tu es. Et dans ce livre, je présente la méthode des 5 portes pour mieux explorer ce que nous sommes. Alors, vous avez déjà compris, les 5 portes, c'est des portes qui nous permettent d'entrer en rapport à cette vie de nous-mêmes, pas pour se figer, mais pour découvrir ce qui nous anime et qui est en mouvement vivant. Les 5 portes, c'est un modèle qui vient de la tradition tibétaine. Vous avez peut-être vu des mandalas où on voit un centre et 4 côtés avec chaque fois une couleur différente. Jung expliquait que c'était une description de la psyché la plus extraordinaire qu'il avait jamais vue et il était frappé que beaucoup de patients, sans rien connaître de ce monde tibétain, retrouvaient dans leur dessin ou dans les rêves cette structure de la psyché humaine et de découvrir que chacun d'entre nous est à la fois un mandala, mais a une tonalité fondamentale qu'il est important de reconnaître pour être heureux. Et les 5 portes, c'est est-ce que ce qui nous anime le plus profondément, c'est le désir d'agir. On est mu, vous voyez, c'est pas une détermination, c'est vraiment qu'est-ce qui nous meut au plus profond de nous. On a le désir d'agir, quand on agit, ça nous rend heureux, de faire. En faisant, on a l'impression d'exister. Quand on voit une situation, on rentre, on voit tout de suite ce qu'il y a à faire, et par là, ça vibre, on se sent heureux. Voilà la porte verte. Ou est-ce que ce qui vous meut, c'est le désir de voir clair, de comprendre. Dans une situation, vous voyez, quand c'est juste, quand c'est clair, quand ça déraille, quand c'est imprécis, quand c'est faux, quand ça ment, et vous voulez que les choses soient ordonnées, structurées, parfaitement à leur place dans une situation, vous voyez tout de suite ce qu'il y a à comprendre, ce qui est juste, et c'est ça qui vous fait, vous vous sentez tellement heureux quand les choses sont enfin claires. Là, le bonheur pour vous, c'est que les choses soient claires. Et là, tout est juste. Et ça, c'est la porte bleue. Ou alors, vous avez le désir d'entrer en relation, que les choses soient pleines de sensations, d'émotions. Vous aimez rencontrer les gens, créer du lien, sentir que vous pouvez toucher quelqu'un, que quelqu'un vous touche, dans cette communication, dans cette affectivité, vous vous sentez vraiment, ça fait du bien, vous vous sentez heureux. C'est ça qui vous épanouit. Vous êtes la porte rouge. Ou alors, ce que vous aimez, c'est que les choses soient pleines, qu'il y ait un sens de complétude, parce que ça permet à chacun de trouver sa place, d'être comblé, de se détendre. Et donc, quand vous rentrez dans une situation, vous voyez tout de suite, ah oui, il manque ça pour que les gens se sentent bien. Vous voyez tout de suite ce qui manque, et vous voyez tout de suite ce qu'il faut ajouter pour qu'il y ait un sens de complétude, c'est la porte jaune. Ou alors, vous avez un désir profond de calme, que les choses soient posées, qu'il n'y ait pas trop de complications, d'ennuis, que les choses restent simples, ouvertes. Et quand les choses sont simples et ouvertes, sans histoire, alors là, vous vous sentez vraiment heureux. C'est ça qui vous transcende, qui vous accomplit, qui vous rend heureux. Et ça, c'est la porte blanche. Ce n'est pas évident de découvrir quelle est sa porte, en raison de tout ce que j'ai expliqué dans la première partie. On est tellement pris par les injonctions, la peur d'échouer, l'auto-sabotage, que la plupart d'entre nous n'ont aucune idée que nous avons un trésor en nous, puisqu'au fond, chacune de ces portes est un trésor. À la différence de ce que je disais de ces tests qui vous disent « Ah merde, vous êtes passif, ah merde, vous êtes timide », là, vous êtes forcément formidable. Tous les désirs, toutes les portes ont quelque chose de formidable. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous n'osons pas assumer ce qui nous porte. Nous sommes porte bleue et nous n'osons pas assumer ce désir de voir clair. Et donc, on a éteint, effacé, écrasé, empêché de se manifester ce jaillissement de cette porte. Et tout l'enjeu de mon travail, du livre, des tests que je propose, des cours que je propose, c'est de lever au fond cette erreur,
cette maladresse que nous avons qui nous conduit à nous couper de quelque chose d'aussi extraordinaire qui est en nous et qui vaut la peine d'être découvert. Lorsqu'on découvre ce que l'on est, qu'on découvre que voilà, sa porte, par exemple, c'est la porte rouge, c'est un soulagement tellement profond, parce qu'enfin, on se comprend. Enfin, ce qui nous animait depuis qu'on est enfant, c'est ce plaisir de la rencontre, ce plaisir de jouer. Et on voit mieux, parmi les très nombreux témoignages de gens qui découvrent les 5 portes, ce que les gens me disent souvent, c'est « je découvre à quel point j'ai été empêché ». On m'a dit depuis mon enfance que j'étais trop dans la communication, trop dans la relation, qu'il fallait que je me concentre, qu'il fallait que je sois plus clair. Et donc je me suis comme interdit d'être moi-même. Et ça a été une profonde souffrance. Parce que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas empêcher. Ce qui rend heureux un être humain, c'est de sentir qu'il est lui-même. Ça, c'est une vérité fondamentale. On ne peut pas être heureux en ayant revêtu les habits d'un autre. On est heureux parce que on s'autorise à être soi-même. Et je crois que c'est ça qui vaut la peine de faire. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me faire part de vos questions. Ça me permettra de vous répondre, peut-être dans une autre vidéo. Et je vous dis à très bientôt.